Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler de bulles sur les marchés financiers, enfin marchés financiers ou d'autres marchés d'ailleurs, comme le marché de l'art. Et ça paraît toujours extrêmement facile à détecter parce que c'est quelque chose dont on parle après coup. On dit rarement qu'on est dans une bulle, même s'il y a certaines personnes qui le disent, mais ça paraît très facile après coup parce qu'on voit une magnifique envolée des prix, suivie par une descente encore plus magnifique des prix, donc qu'on appelle en général un crack. Et là, je vous montre l'exemple à l'écran du prix des terrains au Japon. Quand on voit après coup donc la belle bosse de la bulle immobilière, on se dit ça paraît évident, ça paraît sûrement facile à détecter quand on est dedans. On est sur des valorisations extrêmes, ça doit se voir, ça doit se ressentir, et puis c'est facile bien sûr d'éviter de se faire prendre au jeu et d'acheter au plus haut ou proche du plus haut. Alors malheureusement, détecter une bulle, c'est pas si simple, c'est pour ça que je vous déconseille régulièrement de faire du market timing, c'est-à-dire d'essayer de deviner le futur et de savoir ce que vont faire les prix des indices à court terme ou à moyen terme. Mais pourtant, ça reste utile d'essayer de détecter une bulle, je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Alors pour éviter de tomber dans le biais de je détecte une bulle après coup, une fois que le marché a rebaissé, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se mettre dans la peau d'une personne qui vit une bulle. On va essayer de se souvenir des bulles qu'on a vécues, parce que je pourrais très bien vous parler de la bulle des années 20 aux États-Unis, qui a terminé par le crack de 29. Je pourrais vous parler bien sûr de la crise des tulipes, le premier crack boursier, etc. Je pourrais vous parler de plein de choses, ou même du marché japonais qu'on vient de voir à l'écran, mais ce serait faux parce que j'ai déjà les informations. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de se souvenir des crises que nous-mêmes on a vécues, des bulles qu'on a vécues, en tout cas moi que j'ai vécues. Donc ça va être principalement la bulle Internet des années 2000 et le Bitcoin. Et on va essayer de se rappeler de quoi on parlait à l'époque, quelles étaient les discussions avec la famille, avec les amis, avec les collègues, comment est-ce que les journaux titraient au plus haut, quand on était vraiment en période de bulle, et comment réagissaient soit les investisseurs avertis, soit les débutants. Alors en 98-99, je finissais mes études de finance, on était bien sûr en pleine bulle Internet. Donc tous mes amis étudiants mettaient leurs petites économies dans des actions du Nasdaq, elles doublaient en 2 mois, c'était vraiment l'euphorie. Le Nasdaq valait 200 fois ses bénéfices, donc on va dire une valorisation qui est à peu près 10 fois supérieure à la normale. Et puis on entendait régulièrement des histoires de jeunes devenus multimillionnaires en 1 an parce qu'ils avaient créé une start-up Internet. Et quand on faisait remarquer que l'entreprise n'avait pas fait un seul profit avant son introduction en bourse, voire même pas une seule vente, on entendait « oui mais cette fois c'est différent, les multiples de valorisation ne comptent plus ». Il y en a même certains qui quittaient leur boulot stable pour tenter l'aventure et créer leur start-up Internet, et ceux qui ne le faisaient pas, ils avaient l'impression un peu de passer à côté de quelque chose, de passer à côté du train, et ils se disaient ce serait peut-être le moment pour moi de rejoindre une de ces start-up Internet, ça paraît tellement facile, c'est super, en plus il y a une philosophie qui est complètement différente, on a les billards et le baby-foot dans les bureaux, etc. Je suis en train de rater le coche. Et puis on nous prédisait aussi le Dow Jones à 36 000, c'est même le livre d'investissement le plus vendu en 99, alors que le Dow Jones était à l'époque de 10 000. Alors ensuite, il y a eu une belle bulle immobilière aux États-Unis, bien sûr, en 2005-2006, ça a été finalement ce qui a créé cette fameuse crise des subprimes, et puis avec des anecdotes assez dingues, comme les fameux crédits immobiliers Ninja pour no income, no job, no asset, donc pas de revenus, pas de boulot, pas d'actifs, mais on vous prête quand même pour acheter votre maison. Donc c'est pas une bulle que j'ai vécue de près, donc on va passer pour arriver à celle que vous avez tous connue, le Bitcoin. Alors je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais le Bitcoin, c'était les discussions autour de la machine à café avec les collègues, des personnes qui ne se sont jamais intéressées au marché, qui ont aucun investissement, puis qui font leur premier investissement en Bitcoin, comme si c'était vraiment la meilleure valeur pour épargner à long terme, pour préparer sa retraite. Ça fait bien sûr la une des journaux, on réentend la phrase la plus classique des bulles, donc cette fois c'est différent, t'as pas compris, la blockchain c'est l'avenir, et donc voilà, il faut tout mettre dans le Bitcoin. On raconte aussi bien sûr des gens qui ont fait fortune sur les crypto-monnaies, les jumeaux, etc. On entend des soi-disant spécialistes qui prédisent le Bitcoin à 100 000, et puis il y a des personnes qui se disent qu'elles devraient quitter leur boulot pour se lancer là-dedans. Alors regardez maintenant la une du Wall Street Journal et la date, le 30 novembre 2017, quel timing, hein, une du Wall Street Journal, et si vous regardez sur le graphique, c'est bien sûr à quelques jours du plus haut, quelques semaines au pire. Il y a la une du Sun aussi qui a un très bon timing en décembre 2017, alors c'est pas forcément la une, mais en tout cas des articles de ce type-là. Et bien sûr, on a l'impression de rater le train, et quand on essaye de critiquer ou d'avoir un avis, qu'on essaye d'être objectif sur la valorisation du Bitcoin, bien sûr on passe pour un ringard.
Alors je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a quand même un paquet de points communs entre ces bulles. La première, c'est que ça démarre toujours par des valorisations élevées. Alors quand on arrive à valoriser, alors c'est sûr que c'est plus facile pour des actions que pour le Bitcoin, mais déjà on démarre sur des valorisations élevées, mais ces valorisations, on n'en tient pas compte. Pourquoi? Parce que cette fois c'est différent. Bien sûr, c'est différent. On ne peut pas utiliser les multiples de valorisation, on ne peut pas utiliser par exemple le prix de coût du minage du Bitcoin comme référence. Non, on est en train de vivre une révolution. À chaque fois on vit une révolution. Et donc, il faut partir sur de nouvelles bases de valorisation. Donc, comme je l'ai dit, il y a des gens qui avant ne s'intéressaient pas du tout à l'investissement, qui commencent à s'y intéresser et donc qui commencent à en discuter. C'est le fameux chauffeur de taxi qui parle d'immobilier ou qui parle de crypto ou qui parle des actions. C'est votre oncle qui vous demande, parce que vous êtes intéressé en finance, est-ce que c'est le bon moment pour lui d'acheter du Bitcoin, alors qu'il n'a jamais eu aucune discussion dans les repas de famille sur ce type de sujet. Donc là, ça devrait commencer à vous mettre la puce à l'oreille. Alors il y a tout un jargon qui est utilisé par des personnes qui ne le maîtrisent pas, du type la blockchain, et puis il y a des personnes qui n'ont pas d'argent mais qui veulent, ou même qui réussissent à investir dans le type d'actif du moment. Donc ça peut être bien sûr le Bitcoin, ça peut être dans l'immobilier locatif, voilà, ou dans les actions technologiques, mais à chaque fois, ou même je parlais des prêts ninja donc pour l'immobilier américain, donc voilà, même les gens qui n'ont pas d'argent sont tentés et quand ils réussissent à emprunter, ils investissent dans ce type d'actifs. Donc sur la fin de la bulle, c'est là où on voit en général une accélération du prix, c'est là où on entend parler plutôt de personnes qui sont devenues riches très rapidement, et où ça fait la une des journaux. En général, quand il y a ce type de discours qui est tenu, c'est vraiment qu'on est dans la dernière phase, la phase d'euphorie de la bulle. Et puis un dernier point, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est quand on essaye d'avoir des discussions cohérentes avec les personnes, il y a à chaque fois c'est différent, et même si la personne elle en est à son 5e bien immobilier et qu'elle est bourrée de crédits sur le dos, c'est pas grave, cette fois c'est différent, le Bitcoin c'est différent, les actions technologiques c'est différent, le prix du mètre carré au Japon qui était, je sais plus, peut-être 10 fois ou 20 fois supérieur à celui de Manhattan, c'est normal, c'est différent. Alors, est-ce que les bulles peuvent toucher tous les actifs? Oui, mais c'est vrai qu'il y a certains quand même actifs qui sont plus à risque que d'autres, et pour nous aider, on va les classer dans 3 grandes classes d'actifs. Donc la première, ça va être des actifs qui génèrent des revenus. Donc ça peut être les obligations, les actions, même l'immobilier, une grande partie de l'immobilier, en tout cas l'immobilier locatif, peut être mis dans cette famille-là. Et l'avantage de cette famille, c'est qu'on peut valoriser, on peut utiliser, comme je le disais tout à l'heure, des multiples de valorisation, des multiples de profit, des price earning ratio, etc. Et donc, ça aide en général à limiter les bulles parce qu'on peut toujours se référer à un taux de rendement, on peut toujours voir si on a un taux de rendement qui est à peu près dans les normes historiques ou non. Ensuite, la deuxième grande classe d'actifs, ça va être les actifs qui sont consommables ou transformables, donc c'est bien sûr principalement les matières premières. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas un marché qui va avoir des grands mouvements à la hausse ou à la baisse, mais ça va moins être des bulles dans le sens où c'est un marché qui est drivé par l'offre et la demande, avec une offre qui est en général plutôt rigide, qui va assez peu bouger, et puis une demande qui va varier en fonction de l'économie. Et donc quand il y a des grands mouvements donc sur ce type d'actifs, c'est en général parce qu'il y a eu une nouvelle sur l'offre ou sur la demande. Donc ça va être par exemple une mauvaise récolte sur le blé qui va faire envoler les cours, ça peut être une guerre potentielle entre l'Iran ou les États-Unis, ou bien l'envolée des batteries électriques qui va faire envoler certains minerais. Donc on voit qu'ici, l'envolée des prix, elle n'est pas due à une bulle, elle n'est pas due forcément aux émotions des investisseurs qui s'arrachent un actif, elle est plutôt due donc à un choc, comme je disais, sur soit l'offre, soit la demande. Alors l'or, même si c'est une matière première, elle rentre pas trop dans cette catégorie parce que finalement la part de l'or qui est transformée pour faire des bijoux, elle est négligeable et c'est pas elle qui compte, en tout cas qui fait varier les prix. L'or rentre plutôt dans la 3e classe d'actifs qu'on va appeler les réserves de valeur. Et dans cette classe d'actifs, on va avoir l'art par exemple, on peut aussi mettre le Bitcoin et puis une partie de l'immobilier, donc ça va être plutôt la partie résidentielle, en tout cas résidence principale. Voilà. Donc ce sont des actifs qu'on ne peut pas valoriser, qui sont très basés sur les croyances et l'émotion, donc un terrain très favorable aux bulles, et je vous montre donc à l'écran les plus grosses enchères sur des artistes vivants. Alors ce que j'aimerais que vous me mettiez en commentaire, c'est est-ce que basé sur ces critères-là, vous voyez autour de vous des bulles? C'est en général dans des niches, c'est pas forcément tout le marché action, ou tout le marché obligation, ou tout l'immobilier qui a une bulle, c'est en général dans des sous-marchés de ces grandes classes-là. Donc est-ce que vous en voyez autour de vous? Moi je vais vous en citer 4 qui pour moi peuvent être potentiellement des bulles.
Alors la première, ce sont les actions non cotées. De plus en plus, j'entends que les startups qui se lancent, elles trouvent très très facilement de l'argent. Les fonds de venture capital ont beaucoup de cash et puis ils se battent pour les plus beaux dossiers. Les valorisations sont très élevées, comme vous le voyez à l'écran. On atteint des niveaux records. Donc là, voilà, ça me paraît quand même être une classe d'actifs plutôt à risque. Alors pour rester sur les actions, on a des valorisations élevées, notamment aux États-Unis, donc je parle cette fois-ci des actions cotées, mais il n'y a pas vraiment la frénésie qui accompagne une bulle, comme je vous le disais pour la bulle Internet ou pour la bulle Bitcoin. Donc j'ai pas l'impression que les particuliers non investisseurs soient particulièrement rentrés dans le marché récemment. On n'entend pas trop cette fois c'est différent, le monde a changé, etc. Sauf peut-être sur les GAFA. Donc là c'est peut-être un terrain qui peut être un peu dangereux parce qu'en termes de valorisation, c'est vrai que j'entends un peu souvent cette fois c'est différent, la croissance de toute manière, ils ont des quasi-monopoles, etc. Donc voilà, méfiez-vous sur cette partie-là. Là où j'entends régulièrement le 7 fois c'est différent, c'est sur les taux négatifs. Les taux ont baissé, ils sont arrivés à zéro, au début le monde était surpris, ils ont commencé à être un petit peu négatifs, et les gens ont commencé à dire c'est anormal. Et puis avec le temps, j'entends de plus en plus, non mais finalement on est rentré dans une nouvelle ère, c'est normal d'avoir des taux négatifs, c'est tout à fait normal d'avoir le prêteur qui va payer pour prêter, l'emprunteur qui va être rémunéré pour emprunter. Oui, vous comprenez, ce sont des obligations d'État allemandes, françaises ou suisses, donc bien sûr, leur donner mon argent, il faut que je paye pour ça, c'est tout à fait normal. Bien sûr, c'est complètement anormal. Non, cette fois-ci, c'est pas différent. C'est une anomalie, c'est une vraie anomalie, donc qui devra à un moment être corrigée. Alors est-ce que pour autant il y a une bulle sur les obligations? Parce que bien sûr, ces rendements négatifs veulent dire que les obligations ont des prix extrêmement élevés. Pour moi, pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui pousse ces taux vers le bas, ou les obligations vers le haut, comme vous voulez, c'est vraiment la politique des banques centrales, plus que les investisseurs qui se ruent vers ces actifs-là. Donc pour moi, il n'y a pas de signe de bulle, au sens où on en discutait au début, il n'y a pas vraiment une ruée des investisseurs qui oublient tous les niveaux de valorisation et puis qui se jettent sur les obligations. Si on passe à l'immobilier maintenant, j'entends assez peu de cette fois c'est différent. Là où je l'entends un petit peu, c'est typiquement dans les capitales, on entend qu'à Paris, l'immobilier va jamais baisser, de toute façon l'offre est très limitée. Ça reste des biens exceptionnels, donc voilà, Paris, c'est quelque chose qui peut pas baisser, qui est extrêmement sûr et qui est amené à monter indéfiniment en fait jusqu'au ciel. Quand j'entends ça, je suis toujours très méfiant. Mais après, sur l'immobilier en général, j'entends pas particulièrement des gens qui s'endettent, des gens qui peuvent pas se le permettre et puis qui vont s'endetter pour acheter 3 appartements en immobilier, pour faire de l'immobilier locatif ou pour les revendre avec plus-value au bout de 6 mois. Donc voilà, j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait une bulle vraiment au sens envolée finale avant un crack. Et puis sur l'immobilier, effectivement, on a aussi des valorisations qui sont élevées, mais c'est un peu comme sur les obligations. Ces valorisations élevées, elles sont principalement dues à la politique des banques centrales et à la politique de taux très faibles, plus qu'à un appétit énorme des investisseurs pour l'immobilier. Et donc là, vous allez me dire, ok, mais puisque tu nous dis qu'il ne faut pas prévenir le futur et qu'il ne faut pas essayer de deviner si on est dans une bulle ou pas, parce que de toute manière, il y a très peu de chances qu'on arrive à le savoir, ou en tout cas le timing où la bulle va exploser est très difficile à définir, c'est vrai, et c'est pour ça que moi, je n'utilise pas ce type d'indicateur. Si vous êtes investi par exemple dans les actions ou dans l'immobilier, je ne pense pas que ce soit utile d'utiliser ce type de sentiment, parce que c'est plus un feeling au final, type de sentiment pour sortir du marché avant un potentiel crack, parce que si vous êtes investi, je pense et j'espère, pour du long terme. En fait, pour moi, c'est surtout pour éviter de rentrer au mauvais moment. C'est surtout pour éviter de rentrer au plus haut. C'est pour éviter en novembre ou décembre 2017 d'acheter du Bitcoin à 12 000, à 13 000, à 15 000, juste parce que vous en entendez parler tous les jours et que vous n'avez pas envie de rater le train, ou des futures boîtes technologiques, ou de faire du crowdfunding dans des petites startups parce que pour vous c'est le moyen de faire x100 rapidement. Donc pour moi c'est moins un indicateur de vente que d'éviter de faire des achats émotifs basés sur ce que vous entendez ou sur ce que vous voyez comme étant les titres des journaux. Donc à nouveau, mettez-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément parce que moi j'ai forcément une vue qui est très biaisée, qui est très partielle. Donc mettez-moi si vous, de votre côté, vous entendez ce genre de discussion, si vous sentez qu'il y a un début de bulle quelque part et sur quel type d'actif. Voilà, ça m'intéresse énormément. En termes de lecture, ce que je peux vous conseiller, alors moi j'ai qu'une très vieille version américaine, mais je vais vous mettre à l'écran la version française qui je crois a été republiée. Donc c'est de Robert Shiller, prix Nobel principalement en finance comportementale, vraiment très intéressant, quelqu'un de très intéressant si vous avez l'occasion de l'écouter, et livre très intéressant sur les bulles qui a été écrit à l'époque de 99 pour la bulle internet, mais qui a été mis à jour depuis et donc qui est un peu une référence sur tout ce qui est bulle financière.
bien. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas les commentaires, les likes et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci, à bientôt.